Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal Bataille. Bonjour J'ai l'habitude de vous retrouver normalement dans les débats. Mais et vous allez le retrouver dans les débats. Et vous allez rester dans les débats. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Média, puisqu'on va parler Média, évidemment, avec vous, avec le retour de Y'a que la vérité qui compte sur W9 à la rentrée. Et puis pour ce livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. Je le prends un peu pour moi. Aux éditions Guy... Non, mais pour vous aussi, hein, voilà. C'est ce que vous dites. Aux éditions Guy Trédaniel, Paradoxe, et on va y revenir avec vous dans un instant. Paradoxe pour un animateur qui anime, qui parle et qui dit il faudrait peut-être faire un petit peu moins de bruit. Oui, parce que alors c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, et puis disons que j'ai vécu une période, j'ai traversé une période récemment qui m'a permis de prendre du temps pour écrire cet ouvrage dans une collection tout à fait intéressante, ces petits traités, un petit traité sur la lenteur que vous connaissez, vous en avez déjà parlé ici. Et pourquoi le silence? Effectivement, parce que je dirais qu'il me concerne doublement en tant que personne physique, puisque moi j'en suis privé depuis des années par des acouphènes, comme malheureusement beaucoup de gens en connaissent. Je suis loin d'être le seul, hélas, et beaucoup de gens qui nous écoutent ont ce problème-là. Et on connaît plus le silence même dans un caisson insonorisé. Et donc ça m'a toujours un peu posé problème. Et comme j'ai fait des longues études de philo et que j'ai toujours aimé travailler ce domaine, lire beaucoup de philo depuis des années et des années, j'avais envie de réfléchir sur le silence, parce que je pense aussi que dans la société et dans nos modes de vie aujourd'hui, on en est totalement privé, frustré même, et alors que le silence... et qu'on n'a plus l'habitude du tout. Avant, il nous angoisse même. Voilà, c'est angoissant. Avant, le silence, c'était la méditation. Ce que vous dites dans le livre, c'est la méditation, la réflexion. Et aujourd'hui, on est dans cette injonction d'immédiateté, de bruit permanent. Alors c'est le bruit, le tumulte des voitures, des klaxons et de toutes les stimulations sonores qu'on a dans la vie, mais c'est aussi évidemment le bruit de l'information permanente, et vous êtes bien placé évidemment en tant que média radio pour qu'on en parle ici, et en fait ça finit par nous empêcher de réfléchir, parce que prendre du recul. Et de prendre du recul. Le son c'est pas mauvais en soi, l'information est très vertueuse en elle-même, mais c'est le problème de la façon dont on l'utilise, de même que le silence, il faut savoir le rompre aussi, mais il faut savoir l'utiliser. Vous avez pensé une fois être en retraite ou aller dans un endroit comme il en existe, dans un monastère, passer 10-15 jours. C'est très intéressant, Gilles, ce que vous dites, d'abord parce que vous êtes en train de montrer que pour avoir le silence, il faut aller dans des endroits maintenant, et parfois payants. Alors par les monastères, non, heureusement, mais bon, parce que ça devient un luxe. Et deuxièmement, oui, j'y ai pensé plusieurs fois, et je pense que je vais le faire bientôt. En lisant votre livre, je me suis dit, c'est la prochaine démarche. Oui, c'est la prochaine démarche, tout à fait. Même si je suis pas tombé dans l'ésotérisme ou dans je suis pas devenu le Dalai Lama, mais non, mais en tout cas c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion dans chacun des chapitres. Vous parlez également de la télé, on va y revenir dans un instant. Vous parlez d'une séquence il y a que la vérité qui compte, et on va y revenir, mais là c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors je ne sais pas Valérie si vous le savez, mais le pape est mort. Je vous l'informe. C'est évidemment... Moi, j'ai passé un week-end de Pâques, j'ai rien ouvert. Non, c'est pas vrai. J'étais là hier en direct, donc j'ai bien suivi. Donc le pape est mort, et c'est évidemment une nouvelle qui a fait la une des médias dans le monde entier, et même à Londres où j'étais, je fais des petites confidences comme ça. Et vous savez quoi, à l'antenne de la BBC, ils ont beaucoup parlé de sa visite à Marseille et en Corse. Marseille a été évidemment une visite marquante pour le pape, et peut-être là-bas se trouve son successeur. Reportage dans le 20h de France 2 hier. Il avait fait vibrer Marseille, transformer un stade en cathédrale. C'est une histoire particulière qui lie la cité phocéenne au souverain pontife. Une histoire restée dans les mémoires de ceux qui aujourd'hui lui rendent hommage. Je m'en souviens, c'était merveilleux. J'en garde un souvenir extraordinaire. Je me souviens qu'après, on est tous restés, on a dansé. Celui qu'il avait invité dans sa ville, c'est lui, le cardinal Aveline, un proche du pape François. Moi, je retiens surtout cette proximité toute familiale. Et j'ai eu à cœur pour moi de montrer aussi aux Marseillais que ce pape-là faisait partie de la famille. Et lui, d'ailleurs, s'y prêtait tout à fait. Alors, il a peu de chances d'être élu parce qu'il ne parle pas italien. Ah. Voilà.
Ça vous a fait quoi l'annonce de la mort du pape? Alors, à la fois, évidemment, c'était un personnage, on en reparlera peut-être tout à l'heure, très je pense éminemment sympathique à beaucoup de gens, et donc touché par le décès de quelqu'un qu'on côtoyait depuis maintenant une douzaine d'années, si je ne m'abuse, et qui respirait plutôt la bienveillance, la tolérance, même s'il n'est pas allé aussi loin que certains l'auraient voulu. Donc on a l'impression de perdre, même si c'était une figure effectivement emblématique, mais un peu un ami quand même, voilà. Et en même temps, je suis un peu surpris, intéressé, en tout cas questionné par l'ampleur que ça prend, cette information. Toutes les unes de la presse du monde entier mettent le pape François à leur une, je répète 2 fois une, mais c'est vrai que c'est dans le monde entier, c'est assez frappant quand on regarde la presse. C'est une personnalité. Oui, c'est quasiment le fil rouge permanent des médias français depuis hier matin 10h. Oui, absolument. Alors évidemment, on savait le pape François amoureux du ballon rond, c'était un amoureux du football. Il avait d'ailleurs reçu Kylian Mbappé, mais c'est pas la seule star qu'il a reçu. C'était un peu le défilé c'était le tapis rouge au Vatican. Juliette Binoche, Leonardo DiCaprio, Gad Elmaleh et puis également Manu Payet. Hier, il recevait beaucoup. Oui, il recevait beaucoup. Hier, ils en ont justement parlé dans C'est à vous, où ils ont repris une interview de Gad Elmaleh de Manu Payet. Vous allez voir que c'était pop star. Cette rencontre, je dois le dire, elle a été exceptionnelle. C'est un homme pour qui j'ai une grande tendresse. Je suis face au pape François, mais juste avant, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Quand c'était à mon tour, j'ai dit, attendez, moi, qu'est-ce que je dois dire déjà? J'étais hyper impressionné. Pourquoi il faisait ça? Je pense que c'est un bon vivant. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il était possible de rire. Il y avait quand même chez le pape François à la fois une personnalité extrêmement autoritaire, verticale, et puis une personnalité très sympathique, qui allait facilement au-devant des gens. D'ailleurs, il a formalisé ça sous la politique des périphéries, d'aller facilement casser les codes des relations. Par exemple. Voilà. Il imposait le tutoiement avec les dirigeants. Mais vous savez que Emmanuel Macron l'a tutoyé. Alors, oui, alors on l'a reproché à Emmanuel Macron, mais en fait, apparemment, il faisait ça. Il faisait ça avec tous les dirigeants. Il disait, il faut me tutoyer. Voilà, vous n'avez pas été voir le pape en tant que star. Non, j'ai pas eu cet honneur. Ça m'aurait d'ailleurs, ça me serait pas venu à l'idée de demander audience. Mais je me rends compte effectivement. Mais Rafik Smati, qu'on reçoit ici régulièrement et qui a témoigné hier matin dans l'émission à 11h, racontait qu'il l'avait rencontré à 2 reprises avec ses enfants et il confirmait que c'était quelqu'un d'extrêmement humain, d'accessible. Et il racontait qu'il était venu avec ses 2 enfants et que le pape, d'un seul coup, semblait chercher quelque chose. Et il a demandé qu'on apporte des bonbons pour les enfants. Donc, et on va en parler. Vous êtes en rémission d'un cancer contre le poumon. Est-ce que lorsqu'on a une telle maladie, on a envie de se tourner vers la foi ? Personnellement, et au grand regret de ma maman qui est profondément croyante et qui m'en parle tous les jours. C'est vrai. Enfin, profondément, je suis pas croyant, mais effectivement, on a besoin de se raccrocher à des choses. Et sinon la foi. Alors la foi, ça peut être en un Dieu, mais ça peut aussi être en l'homme, ça peut être aussi en l'avenir, en la vie. Et j'ai lu une phrase que je répète beaucoup depuis que j'ai appris cette maladie. Ne pouvant pas rajouter des jours à la vie, j'essaye de rajouter de la vie au jour. Voilà. Donc c'est un peu ça ma foi, c'est de redonner un peu de consistance, donner encore plus de consistance à mes journées. Et donc, en parlant du cancer dont vous avez été atteint, j'imagine que le sujet que j'ai choisi pour vous, évidemment, va vous révolter. C'était hier soir, dans le 20h de TF1, le vol de plus en plus recrudescent des médicaments contre le cancer qui sont ensuite revendus dans le monde entier. Sujet choc hier sur TF1. Entre 3h et 4h du matin, 3 hommes cagoulés forcent une porte et s'introduisent dans cet entrepôt sécurisé de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ils dérobent plusieurs cartons de médicaments contre le cancer. Une alarme se déclenche et alerte un vigile qui tombe nez à nez avec les voleurs. Ils prennent la fuite, laissant une partie des cartons sur place. D'après le parquet de Nanterre, des médicaments auraient été volés et d'autres rendus inaptes à utilisation pour avoir été sortis de la chambre froide. Le préjudice total serait d'environ 1 million d'euros.
Ce n'est pas la première fois que ce site des Hauts-de-Seine est cambriolé. En décembre 2023, des malfaiteurs y avaient déjà dérobé une palette d'un anticancéreux d'une valeur de 2 millions d'euros. Ils sont pour la plupart revendus dans des pays d'Europe de l'Est, du Maghreb ou du Moyen-Orient. Quelle honte. Quelle honte. Oui, c'est franchement révoltant, effectivement, quand on sait à quel point c'est difficile de produire ces traitements. C'est difficile pour un maximum de gens d'y avoir. Alors pas dans nos pays, effectivement, mais quand on vole ici, forcément ça en fait moins pour les gens qui en ont besoin ici. Mais c'est surtout, je pense surtout effectivement aux gens de ces pays qui n'ont pas accès eux à la sécurité sociale, à des médicaments, à des traitements. Moi j'ai été pris en charge à 100%. Il faut le redire à quel point notre système social est formidable. Et c'est revendu au marché noir. On suppose que c'est à des prix faramineux, effectivement. Et donc voilà, ça évoque encore une fois comment même la santé peut être prise en otage par les escrocs et les malfrats. Valérie, vous êtes une grande cuisinière, hein, on s'en parle. Immense, on s'en parle souvent ici, la cuisine, vous adorez ça. Vous êtes aimé des chefs, beaucoup de chefs vous apprécient. J'avais une question un peu indiscrète. Est-ce que vous avez cuit l'agneau pascal dans votre air fryer? Pas du tout. Oh là là, je suis très déçu. Pas du tout. Mais j'en ai parlé avec un chef justement ce week-end. J'ai dit, tu penses quoi du air fryer? Il m'a dit, c'est bien si on n'a pas de four, mais si on a un four, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça aurait été un moyen de mêler la modernité et la tradition, hein, si vous aviez fait votre agneau pascal dans un air fryer. Dans 7 à 8 ce dimanche... Le gigot de 7 heures au air fryer, c'était compliqué. Ouais. Il aurait duré 3 heures. Ouais. Dans le 7 à 8 dimanche, ils ont rencontré une famille qui ne juge que par l'air fryer. Qui ne jure que par l'air fryer. D'après vous, combien ils en ont? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Bon, on va compter avec eux. 1, 2, 3, 4 et 5. Mettez-vous à table. Alors on écoute d'abord si ça craque. Ah oui, regardez, écoutez. Donc tu retrouves le côté croustillant, le côté bien cuit et le côté fondant. Pari gagné pour Jérémy. Au régime depuis l'an dernier, il s'est mis aux légumes grâce au air fryer. J'avais atteint le poids de 96 kg pour 1m75. Je faisais pas du tout attention à mon alimentation, quoi. Et les légumes zéro aussi. Ah ouais, inexistant chez moi. L'air fryer m'a aidé parce que je me servais aussi quand j'étais seul à la maison. Je faisais mes légumes, j'avais mes repas équilibrés. J'ai perdu 15 kilos en 1 mois et demi avec tout ça. En faisant du sport aussi à côté. Ah bah oui, il fait du sport à côté. Peut-être que, voilà, je savais. Que le sport sans l'air fryer pouvait fonctionner. J'aurais dû demander à John de couper la phrase pour vous manipuler. Mais voilà. Bon alors hier, évidemment, toute l'église du monde entier ont joué des messes pour rendre hommage et prier pour le pape François. Et de son côté, l'homme d'affaires, Omar Harfouch, lui a composé une œuvre hommage au pape. Voilà, Omar Harfouch a donc composé pour ses raisons, pour le pape et pour ses réseaux, un pianiste qui a donné un concert. Voilà, on va se retrouver dans un instant, peut-être que le silence parfois vaut mieux. Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. Pascal Bataille est avec nous dans un instant pour parler de ce livre, pour parler de la télévision également. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pascal Bataille, animateur, journaliste, chef d'entreprise. Vous publiez aux éditions Guy Trédaniel, Petit traité du silence, décidément, à l'usage des gens bruyants. On va en reparler dans un instant avec vous. Et puis, on précise qu'à la rentrée, vous serez sur W9. Annonce fracassante. Avec, pardon ? Ça a été une annonce fracassante de W9. Il y a La Vérité qui compte, aux côtés de Laurent Fontaine, avec des épisodes, une nouvelle saison, des épisodes inédits. On va tourner effectivement des nouveaux épisodes cet été pour diffusion à partir de septembre sur W9 et on est ravis de rejoindre le groupe M6 avec Laurent, groupe pour lequel on n'a jamais travaillé et voilà, c'est une nouvelle aventure. Alors, c'est une émission particulièrement résiliente, on parlait de résilience tout à l'heure parce que effectivement TF1 pendant près de 7 ans, puis une quinzaine d'années d'interruption, retour, résurrection sur C8 et puis hop, C8 qui disparaît et on reprend sur W9
je pense, la grande joie des téléspectateurs. Ça sera en prime time, hein. Et ce sera en prime time et dans le même décor. Alors un décor, on va refaire c'est le même décor, mais un peu plus étoffé, parce que sur C8, on était un peu contraint par le plateau sur lequel nous tournions. Donc là, on va pouvoir refaire un décor qui sera un peu plus proche de celui de TF1. Voilà, mais sinon, évidemment, les mêmes codes, la même équipe, Rebecca, Sam, etc. Ouais. Ah oui, vous allez avoir trouvé les mêmes. Et comme on est justement, on parlait de la mort du pape, il y a un côté quand même dans l'émission qui est le pardon. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient pardonner l'autre à la télévision ? Je pense la même chose qui fait qu'on vient essayer de retrouver ou essayer de faire une déclaration d'amour, c'est-à-dire, en fait, c'est des mots, alors on parle du silence, c'est des mots qui n'arrivent pas à sortir, en fait, c'est des mots qui n'arrivent pas à être dits dans la vraie vie, disons, parfois même sur le même palier ou dans le même appartement. Et en fait, le cérémonial, il y a à la fois le rôle de la symbolique de l'émission et puis le côté un peu transcendant comme ça, d'être mis devant un public, d'être mis sous les projecteurs, de donner à sa démarche un retentissement différent. Et ça permet de libérer une parole qui souvent reste coincée dans le gosier des personnes qui viennent. Quand on vous avait reçu il y a un certain temps, où je crois que c'était Laurent qu'on avait reçu. Les deux, on avait reçu les deux. Vous avez reçu tous les deux. Avant que ça ne reprenne sur C8, vous doutiez de la possibilité de refaire une telle émission à cause des réseaux sociaux. Exactement. Vous disiez finalement, les gens, ils peuvent se contacter directement, des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps. On doutait vraiment du besoin que pouvaient avoir les gens aujourd'hui de faire appel à notre émission, alors qu'ils ont encore plus de moyens, bien plus de moyens que il y a une vingtaine d'années quand nous faisions l'émission et que Facebook venait juste de naître. C'est ça. Et donc, on a eu des interrogations. Et en fait, la preuve est depuis 3 ans que on a un nombre de demandes tout à fait équivalent et que ce cérémonial dont je parlais, cette symbolique d'émission, la mécanique aussi, peut-être la bienveillance de Laurent et moi, qui sommes là pour faire un peu les amortisseurs, les tampons et les facilitateurs, même si on n'influence pas. Ça continue de jouer un rôle utile. Entre les années TF1 et W9, est-ce que vous trouvez que le public a évolué, c'est-à-dire qu'il est plus habitué à faire de la télévision, à s'exprimer, à aborder les caméras différemment? On le voit dans les jeux, dans les jeux, les candidats sont 10 fois plus expansifs qu'il y a 10-15 ans, alors qu'on les avait à la télévision américaine, où ils hurlaient, ils étaient heureux. On retrouve ça désormais lorsqu'on regarde le nouveau Big Deal sur TMC, on voit qu'il y a oui, j'ai dit TMC, RMC, sur RMC Découverte, il y a des candidats totalement incroyables. Est-ce qu'il y a aussi ce phénomène que vous avez observé entre les candidats d'il y a des années à TF1 et ceux de C8 et futurement sur W9? C'est intéressant, effectivement, ce qu'on constate, c'est que j'ai l'impression qu'on a moins de difficultés à convaincre les gens de venir, ceux qui sont invités, et qui, par définition, ne savent pas qui veut leur parler, mais on a moins de difficultés à les convaincre de venir, en tout cas, tenter l'expérience du plateau, sachant que, comme vous le savez, si ce qui se passe sur le plateau ne leur convient pas, on met la séquence à la poubelle et elle n'est pas diffusée. Ah oui, et ça arrive, c'est arrivé déjà ? Ça arrive dans à peu près 5 à 10% des cas. Ah, c'est un accord que vous avez ? Ah, tout à fait, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, c'est aussi bien valable pour ceux qui invitent que pour les invités. Parce que, imaginez que vous soyez fâchés tous les deux, Valérie vous invite. Vous ne savez pas que c'est Valérie. Bon, vous découvrez Valérie, vous êtes d'accord pour l'entendre. Et puis, ce qu'elle vous dit, finalement, vous n'avez pas envie que la France entière, ou enfin, en tout cas, je suis un peu prétentieux, mais qu'1 million de personnes le voient. Et vous pouvez nous dire, non, finalement, je veux pas que ça passe. Mais Valérie également. Si ça s'est mal passé avec vous, elle n'a peut-être pas envie que les téléspectateurs voient cette séquence-là, et elle peut aussi nous dire, donc ça représente un peu moins de 10% des cas que nous mettons directement à la poubelle après tournage. Vous avez hésité avant de reprendre l'émission. Au départ, ça a été une sorte de best-of, en fait, du rebouticage, comme on dit. Et puis, on vous a demandé de faire des émissions. Vu le succès des best-of, effectivement. Vous avez hésité ou pas? Parce que vous étiez vraiment sorti de ce milieu de la télé. En fait, j'ai pas le sentiment d'avoir hésité. J'étais très content à la perspective de refaire cette émission.
aussi paradoxal que ça puisse paraître à certains, c'est une émission qu'on prend beaucoup de bonheur à faire, Laurent et moi, et dans laquelle on essaie de mettre un maximum de sincérité. Et donc, voilà. Ce que j'ai dit à Laurent, c'est moi, je ne veux pas revivre à Paris. Vous savez, je vis dans le Sud-Ouest. Je veux pas remettre les mains dans le cambouis au quotidien. Ouais. Et comme lui, ça l'intéressait complètement c'est lui qui fait la production exécutive, c'est-à-dire qu'il est vraiment tous les jours au bureau à préparer avec nos équipes l'émission et il le fait ô combien parfaitement. Et moi, je valide les choses avec lui et je viens pour les tournages. Voilà. Donc je suis moins impliqué que lui. Et ça, c'était important pour moi de pas changer mon mode de vie. Dans votre parcours sur TF1, il y a eu avec les Guignols et autres beaucoup de bruit. Ça fait partie de ce bruit-là qui vous a fait vouloir aimer le silence. Est-ce que ce bruit-là peut détruire quelqu'un ? Je pense, mais alors en l'occurrence les Guignols, moi j'ai beaucoup de respect pour ce que faisaient les Guignols à l'époque, y compris, je trouve. Quand je dis les Guignols, c'est la presse aussi. Hein, mais les Guignols, vous en avez été quand même la cible. On a été la cible très, et très parfois récurrente, puis c'était assez violent quand même. Très cruel, mais c'était tellement bien vu cette idée du cerveau pour deux. C'est vrai qu'on fait, on l'a souvent dit, on est comme un couple indissociable. Les gens savent pas qui est Bataille, qui est Fontaine, donc c'était extrêmement pertinent. Et je pense que dans l'humour, par l'humour, il faut pouvoir continuer à dire beaucoup de choses et à faire passer beaucoup de messages. Et c'est pas pareil, justement, l'humour que des critiques qu'on a, dont on a été les victimes. Ou du qui mépris, étaient fausses, d'une sorte de mépris de classe qu'il y a pu y avoir. Ce mépris-là, et aussi le fait de considérer qu'on piégeait les gens, alors qu'effectivement, comme je viens de vous l'expliquer, les gens, jusqu'à la dernière minute, ils peuvent décider de ne pas passer dans l'émission. Ça nous a davantage blessés. Moi, j'ai un profond respect pour l'humour et je pense qu'on doit pouvoir tout dire via l'humour. Alors, vous avez été très médiatisé. Est-ce que vous vous souvenez d'un passage que vous avez eu chez Laurent Ruquier ? Non ? Oui, je me souviens d'un passage chez Laurent Ruquier. Et il y avait votre meilleur ami qui était là ? Alors, vous vous souvenez pas de votre meilleur ami ? Non. Qui était Jonathan Lambert ? Qui est venu jouer votre meilleur ami ? Tout à fait. Vous vous souvenez de ça ? Oui, je me souviens maintenant. Écoutez l'extrait, il est très drôle. Ce qui m'a marqué, c'était sa relation avec les filles. Je balance un peu parce que je suis un peu aigrie de ta réussite. Hein. C'est-à-dire qu'il avait des goûts un peu particuliers, limite géronto. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il est sorti pendant longtemps avec une fille qui s'appelait Doudou, qui avait 15 ans de plus que toi. Tu te souviens, Doudou ? 19 ans de plus que toi, bah, tu vois. Mais elle faisait plus jeune. Oui. Et d'ailleurs, ses parents n'étaient pas très contents. Hein. Non. Hein. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Tu es toujours avec elle ? Non. Ah bon ? C'est incroyable, ça, c'est un faux copain qui dit un vrai truc. Il a changé de doudou, en fait, depuis. C'est dommage, tu serais encore avec elle, tu voyagerais en tarif senior sur SNCF.com. Enfin, voilà. Non, mais je dis ça parce que moi, je suis aussi radin. Il y en a eu d'autres que doudou ? Oui, heureusement, Laurent. Il y en avait d'autres. Mais tiens, il y en a une qui me revient. Attends, celle-là, elle va faire mal aussi. Toc. Si je te dis patchouli. Ah, purée. Ah, patchouli, vas-y, raconte un peu, si t'es capable d'ailleurs, tiens. C'était qui Patchouli ? Non, Patchouli, c'est en fait mon premier chagrin d'amour quand j'étais adolescent. C'est une jeune fille qui mettait du patchouli et je lui avais acheté un flacon de parfum pour le lui offrir pour son anniversaire. Elle a rompu la veille de son anniversaire et du coup de rage, j'ai brisé le flacon de patchouli dans ma salle de bain, sauf que c'est un parfum très fort, très entêtant, et qu'effectivement j'en ai été malade tellement l'odeur s'est imprégnée partout dans moi, sur mes vêtements, etc. C'était votre mère qui avait balancé toutes ces infos. Je pense qu'il avait dû aller chercher ça dans Jonathan, qui a un talent fou, dans des interviews que j'avais données. Effectivement, j'ai eu une relation aussi quand j'étais jeune avec une femme plus âgée que moi, que j'embrasse. Ah, il savait tout. Hein. Vous avez médiatisé votre cancer. C'était important pour vous de le dire. Pourquoi vous l'avez fait ? Briser le silence, oui, en l'occurrence. Médiatiser, le mot est peut-être... Non, mais c'est vrai, je l'ai médiatisé. Oui. Je l'ai médiatisé. Pourquoi c'était important ? Parce que je pense que quand on a ce porte-voix que donne une petite célébrité, une petite notoriété, il faut savoir s'en servir, j'espère,
j'espère à bon escient en l'occurrence, pour faire passer des messages. Les messages que je voulais faire passer, ils concernaient à la fois le cancer et la nécessité de continuer à œuvrer pour faciliter les progrès de la recherche et la médecine. Et avec un petit twist, j'en ai profité pour aussi continuer, vous savez que je suis très investi dans la recherche sur la maladie de Charcot, pour appeler à donner encore plus et bien plus à la recherche sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, en disant, regardez, moi il y a 15 ans, mon cancer, il était avec un pronostic extrêmement sombre, extrêmement négatif. J'ai de bonnes chances d'en guérir, et la preuve aujourd'hui je vais mieux. Et ben il faut faire pareil pour la maladie de Charcot. Il faut que dans 1 an, 5 ans, 10 ans maximum, on puisse guérir la maladie de Charcot. On va marquer une pause et on va parler de votre livre. On va parler de ce silence nécessaire, de cette finalement comment vous dites obèse, enfin c'est pas de vous d'ailleurs, infobésité. Et puis le message qui passe dans ce livre de ralentir un petit peu et de parfois prendre le temps d'écouter le silence. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Pascal Bataille, pour parler de ce livre Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. C'est un livre qui amène à la réflexion sur le bruit médiatique entre autres, mais le bruit d'une manière générale, sur ce silence, vous le disiez, et vous le dites dans le livre, qui était avant valorisé, on parlait de paix, de sérénité, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le silence fait peur, le silence angoisse, le silence on le chasse partout. Je dis, et moi-même, enfin je me prends moi-même comme premier exemple. Combien d'entre nous ont l'habitude, quand ils rentrent chez eux, d'allumer une radio, la télé, Sud Radio évidemment, une télévision, une enceinte connectée, etc. Alors tout ça est très bien. Il ne s'agit pas non plus de supprimer tout ça, mais peut-être de se libérer de ce réflexe et de savoir aussi faire résonner le silence, parce que le silence, il a infiniment de vertus, il soigne, il permet d'apprendre. J'ai découvert dans votre livre que le silence régénérait les neurones. Tout à fait, oui. Et du coup, je suppose que comme moi, vous avez pensé à plein de gens qui pourraient tirer profit. Vous les citez en exergue du livre, à Donald T, à Emmanuel M, à Elon M, à Marc Z, Eric Z, Bernard-Henri L, Cyril H, Pascal P, Jean-Luc M. Bref, la liste est assez longue. Et vous dites tous les pseudo-experts et les docteurs en prévisionnisme, à toutes les autoproclamées grandes gueules, à tous les matamors et les va-t-en-guerre. En gros, vous dites à tous ceux que j'oublie, et avant tout à moi-même, vos gueules les mouettes. Oui, vos gueules les mouettes, voilà. Alors c'est une petite page un peu provocante, volontairement, et effectivement, dont je savais qu'elle serait reprise, parce que l'idée c'est de dire, et encore une fois, je ne me fais pas meilleur que les autres, puisque je me mets en fin de liste avant tout à moi-même. On aurait tous bénéfice de temps en temps à peut-être prendre un petit peu de recul, à faire un petit pas de côté et à se sortir de cette logorée permanente. Alors les exemples que je prends, effectivement, ils sont emblématiques de gens qui parlent beaucoup et parfois trop, et parfois comme notre ami Donald Trump qui a fait de chaque jour un 1er avril permanent, effectivement, à l'emporte-pièce, mais on aurait tous bénéfice, je pense, à retrouver un peu les vertus du silence, parce que dans le silence, il y a une chose merveilleuse, c'est l'écoute de l'autre. L'écoute, la réflexion. Et on ne peut pas apprendre, on ne peut pas comprendre, et on ne peut pas s'entendre, dans le sens fort du mot s'entendre, s'aimer, si on n'écoute pas. Mais à l'inverse, ça veut dire que vous trouvez qu'on donne la parole à trop de monde dans les médias? Est-ce que tout le monde parle ? Non, c'est pas le problème n'est pas que tout le monde parle, parce que c'est très bien que tout le monde puisse parler. C'est comment on parle, comment on utilise cette parole. Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est mieux qu'aujourd'hui tout le monde ait accès à la parole? Vous le dites dans le livre. Aujourd'hui, ce qui était au Café du Coin, aujourd'hui se retrouve à la télé, à la radio. Oui, alors le souci, c'est plus ça. C'est qu'on donne un crédit parfois démesuré à une parole qui n'est pas forcément très autorisée ou très consistante. Voilà. Et je prends l'exemple de tous ces experts
experts, par exemple sur la guerre en Ukraine, qui pendant des semaines, tous médias confondus, nous ont expliqué, des généraux, des spécialistes de l'armement et de la guerre, etc., qui nous ont expliqué que Poutine allait être bouté hors d'Ukraine en 15 jours, 3 semaines, et qu'il allait être envoyé dans ses 22 vite fait, bien fait, et pourquoi et comment. C'est-à-dire qu'il dissertait vraiment en expliquant toutes les bonnes raisons qui faisaient que l'Ukraine allait gagner cette guerre. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viennent nous expliquer pourquoi, effectivement, l'Ukraine perd et pourquoi Poutine va sans doute conserver certaines des régions annexées. Il y a un tweet assez drôle de quelqu'un qui dit nos experts en plateau, qui sont à la fois virologues, géopolitologues, financiers, économistes, vont désormais vous parler du prochain pape. Oui. C'est très bon ce tweet. Mais à la même façon, on pourrait vous reprocher, tout à l'heure vous allez être dans les débats de Valérie, et on ne pouvait pas imaginer que Pascal Bataille va débattre sur le pape, la religion, ou les autres thèmes que Valérie va aborder, en disant Pascal Bataille, c'est un animateur, qu'est-ce qu'il a à faire ici? Alors tout à fait. Je le dis en provoquant. Non, mais au contraire, vous me l'enlevez de la bouche, si je puis dire, parce que j'allais évoquer effectivement le fait que dans quelques instants, je vais participer à un débat. Mais je vais essayer d'y participer, et je n'y parviendrai peut-être pas, mais avec en essayant d'exprimer une parole qui est la mienne et pas une parole de sachant, une parole nourrie d'un certain nombre effectivement de recherches, de ma culture générale, etc. Mais en aucune façon une parole absolue, une parole qui prétend dire la vérité et imposer la vérité. Donc quand on dit je donne mon avis puisqu'on me le demande, why not, et à condition de mesurer aussi le poids de ces paroles, mais pas en sentiment qu'on détient la vérité. Le bruit, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive plus à te faire changer d'avis la personne d'en face. C'est-à-dire que aujourd'hui chacun campe sur ses positions, y compris sur Twitter, et c'est ça qui a évolué dans notre société, c'est qu'on n'arrive plus à s'écouter, et c'est ça le bruit. Le bruit, c'est qu'on n'arrive plus à discuter ou à convaincre l'autre. Tout à fait. Vous remarquerez, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil ici à Sud Radio, mais que dans les débats qu'anime Valérie, par exemple, mettez-vous d'accord, on s'écoute. On se parle pas dessus, on ne se crie pas dessus, etc. Donc on s'écoute et chacun prend la parole à son tour pour dire ce qu'il a à dire. C'est très important ça. Cette cacophonie n'existe pas ici sur Sud Radio. Non, on essaye. Alors, comme on est une émission média, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé. C'est Média à l'abolition du silence, et vous racontez cette anecdote incroyable. Vous livrez une cassette à TF1 à l'époque c'était des cassettes, à la conformité pour voir que tout est bien conforme. Et là, patatras, vous recevez un coup de fil le lundi matin. Voilà, c'est quelques heures après avoir livré la cassette. Effectivement, on nous rappelle en disant vous avez oublié un montage, parce qu'il y a un moment, il y a 1 minute de silence, un peu plus d'1 minute de silence dans l'émission. Vous avez oublié de couper là. Et il a fallu effectivement beaucoup de persuasion pour convaincre la personne que ce silence, cette minute de silence, faisait intimement partie du concept de l'émission, et que c'est pas sacrilège 1 minute de silence à la télévision. C'est plus compliqué à la radio, mais même à la radio. Faire poser juste quelques secondes de silence, ça permet de faire mieux retentir la parole qui va suivre ou la parole qui a précédé. Et j'en parlais avec Jean-Pierre Foucault, que vous connaissez bien, Valérie, et vous, Gilles aussi, bien sûr. Et Jean-Pierre me rappelait aussi, à très bon escient, que dans Qui veut gagner des millions aussi, il y a des très beaux silences. Quand il dit c'est votre dernier mot, et là, voilà, tout. Bon, donc le silence, encore une fois, on en a peur, et on a tort d'en avoir peur. C'était le grand truc de Mireille Dumas, de laisser le silence pour que la personne reparle, parce que souvent le silence fait peur, et elle pouvait poser une question, la personne répondait, laissait un silence pour que l'autre personne réenchaîne derrière. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans votre livre, c'est aussi le bruit. Aujourd'hui, on fait on donne plus d'importance au bruit qu'on retrouve sur Twitter ou les réseaux sociaux. Et moi, en faisant des recherches pour trouver des vidéos sur vous, je suis tombé sur plein de vidéos qui sont du bruit, mais du bruit pour faire de l'argent et des clics à pute. C'est-à-dire que lorsque vous avez communiqué sur votre maladie, il y a des journaux qui en ont profité, il y a aussi des réseaux sociaux qui en ont profité. Écoutez cet extrait, c'est assez choquant, et j'aimerais avoir votre réaction quand on utilise votre maladie pour faire de l'argent. La tragédie de Pascal Bataille. Un drame qui ne fait que s'aggraver. Pascal Bataille, animateur et personnalité bien connue du paysage télévisuel français, a traversé plusieurs épreuves difficiles au cours de sa vie. Cependant, un drame personnel a récemment pris une tournure encore plus tragique.
plongeant l'ex-présentateur de l'émission Bataille et Fontaine dans une spirale de malheur. Un homme de télévision au cœur brisé. Pascal Bataille, aujourd'hui âgé de 63 ans, s'est fait connaître du grand public dans les années 90 en tant qu'animateur de Bataille et Fontaine. On va pas tout écouter, faire de la pub. Alors, je n'avais pas... vous êtes tombé sur certains Non, de je n'étais pas tombé sur ça là, mais il y a eu pire puisqu'on a annoncé mon décès. Et j'ai eu le bonheur de voir effectivement, comment on appelle ça, ma notice nécrologique, c'est ça, en image, en vidéo. Ce qui est, alors que dans toute autre communication, vous êtes positif, c'est ça qui est fou. Oui. Mais là, juste parce que ça va se terminer l'interview, mais on a beaucoup critiqué le bruit. Oui. Mais votre livre, c'est un petit traité, c'est un éloge du silence. Donc c'est aussi très philosophique et ça amène la réflexion. C'est pas un livre de critique non plus. Il y a des chapitres qui concernent ce bruit médiatique, mais je pense, je passais le dernier chapitre, Le silence est d'or. Il y a énormément de citations qui font réfléchir. Vous parlez de Socrate, faut pas avoir peur de Socrate, mais Euripide qui dit parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. C'est un proverbe arabe. Donc c'est l'éloge, c'est la critique évidemment du bruit, mais c'est l'éloge du silence. C'est ce que vous voulez dire dans ce livre. C'est retrouvons un peu le goût du silence. On a tous vraiment, je pense, beaucoup de bénéfices à aller chercher. Encore une fois, sans tomber dans l'ésotérisme ou sans devenir des bonzes, mais on a tous du bénéfice à trouver à recréer le silence chez nous, dans nos discussions, à savoir écouter. Ça permet d'apprendre le silence, parce qu'on n'apprend pas dans le bruit. Ça permet de se ressourcer, on l'a dit tout à l'heure. Ça permet de se soigner. Ça permet aussi de contempler. Et puis, un plaisir que vous aimez beaucoup, Valérie, la lecture. Oui. La lecture, on lit dans le silence. Et c'est un plaisir infini. Donc voilà, c'est effectivement, comme vous le dites, un éloge. Mozart disait, la musique n'est pas dans les notes, mais dans les silences entre les notes. Donc voilà, même quand on écoute de la musique, il faut savoir écouter le silence. Et pour revenir à l'extrait que je vous ai mis, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux ou des journaux qu'on titrait sur votre maladie ? Je m'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que je laisse ça. Je trouve ça regrettable et ça fait partie effectivement de ce bruit. Ça fait partie de toutes ces fake news dont on est malheureusement assailli de partout et qui font qu'on ne sait plus serrer le vrai du faux. Et exactement. Voilà. Mais bon, personnellement, voilà, ça ne me touche pas spécialement. Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. C'est chez Guy Trédaniel, éditeur. C'est très intéressant. Merci, parce Valérie. Que vraiment il y a savourer le silence. Il y a énormément de réflexions autour de ce silence qu'on a oublié en fait. Et moi, ça m'a fait réfléchir parce qu'il m'arrive de mettre de la musique quand je lis. Et je me suis vraiment hier, j'ai lu et j'ai pas mis de musique en me disant que c'était. Je suis content d'avoir. Non, mais c'est vrai. Merci à vous, Pascal. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez.